Nous ne sommes pas des professionnels des médias, et nous ne souhaitons pas le devenir. En écoutant cette série, vous comprendrez pourquoi nous avons voulu conserver l'anonymat. Si nous vous proposons ce podcast aujourd'hui, c'est pour soutenir Camille, qui a animé un podcast pendant 10 ans avant d'être censurée. Nous avons cherché à reconstituer son récit grâce à ses archives et grâce à ses notes. Nous n'interviendrons que lorsque des éléments seront manquants et indispensables pour comprendre ce qui a pu se passer. Je précise pour ma part que je suis une comédienne qui a été recrutée pour réaliser cette introduction et que j'ignore qui est mon employeur. Ouais, j'ai écouté l'épisode 1, mais c'est bizarre, on nous dit pas ce que Julien il est devenu. J'ai été hyper touchée par son histoire et j'aimerais bien quand même avoir de ses nouvelles. Alors j'ai écouté l'histoire de ce mec, Julien. Je suis juste bouleversée. En tout cas, c'est très fort, merci Camille. Camille, alors tout à coup tu es obsédée par le mensonge? Ça tombe bien, moi aussi. Je propose de t'aider. Je vais te donner des conseils pour détecter le mensonge. Attention, ce sont des techniques scientifiques. C'est super, non? Grâce à ça, tu vas devenir une spécialiste. Et tu ne te feras jamais plus avoir. Great, non? Voici mon conseil du jour. Le premier signal. Un menteur minimise toujours les faits reprochés. Par exemple, si tu l'accuses de t'avoir trompé avec une femme, il te dira « Je la connais à peine ». Alors que tu sais très bien qu'ils se sont vus plusieurs fois. Dans la bouche d'un menteur, les autres deviennent toujours des objets. Ce ne sont plus des êtres humains. Tu as bien tout noté? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dire que cette personne a menti alors que c'est peut-être pas vrai, faut pas abuser quoi. Franchement, je suis dégoûtée. Je pensais que ça allait être une histoire vraie, une histoire où là on pourrait s'en servir, raconter aux enfants pour dire, voyez, ce type-là, il a survécu, il a fait des exploits comme modèle. Parlons de ce hors-série là, l'histoire de Julien. Comment dire? C'est comme si t'es parti en vacances et que tu rentres chez toi. T'ouvres la porte de ta maison, tu rentres et tout a changé. Les murs sont plus en blanc mais en orange, au sol c'est plus du parquet mais du carrelage. La cuisine elle est à la place de la salle de bain. Tout a changé pendant ton absence et tu n'es pas du tout au courant. Donc c'est pas une expérience très sympa à l'arrivée ton nouveau podcast, Camille. Merci de nous prévenir quand tu refais toute la déco. Ton podcast, c'est un peu le nôtre aussi. On a peut-être envie de donner notre avis avant de tout changer comme ça, du jour au lendemain. Ah oui, évidemment. Oui, vous êtes... Je crois pas que vous allez un peu fort, là. N'importe quoi. Je suis né dans son histoire, mais faudrait peut-être ramener des preuves, non? Vous pensez pas? Enfin... Ah oui, j'ai oublié, vous êtes journaliste. Vous cherchez à informer. À dire la vérité. N'importe quoi. Bonjour, je suis Camille d'une Belle Histoire. C'est moi qui ai envoyé le mail à propos du podcast hier. Oui, c'est bien moi. Je sais toujours pas pourquoi ni qui aurait intérêt à nous envoyer toutes les archives. Sauf mon visage, bien sûr. Ah mais il m'a peut-être espionné pendant que j'étais là-bas. C'est pas de ma faute, c'est Julien qui a instauré ce doute en moi. C'est un peu troublant, je pense, de dire qu'il n'a jamais perdu conscience. Mais non, j'ai rien inventé. On y va? Maintenant, une si belle histoire, épisode 2. C'est vraiment un rêve qui m'attend. Je crois que je suis assez seule en fait. Ok, donc là je suis en train de partir en tournage. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Je sais pas bien comment ça va se passer parce que je vais dans la ville où tout a commencé là. Enfin, je veux dire là où Julien a eu son soi-disant accident. Là où il a été démasqué, enfin. Bref, dans le lieu de cette histoire. J'ai pas encore de rendez-vous. J'ai prévu de caler tout ça dans le train. Bref, tout ça est un peu improvisé. Et je sais pas comment ça va se passer. Petit rappel des faits. Invité dans plusieurs émissions de télé, Julien raconte être rescapé d'un grave accident de vélo et devient un des anonymes les plus célèbres de l'histoire des médias. Son témoignage émouvant bouleverse des millions de téléspectateurs. Vous êtes conduit à l'hôpital, vous êtes en 1000 morceaux. Vous êtes dans le coma et ça va durer 2 ans. Mais il y a une particularité dans votre histoire. Vous allez reprendre conscience et il y a un hic. Oui,
Le hic, c'est que je suis sur mon lit d'hôpital. Mon corps est en vrac, je vois tout et j'entends tout. Mais je peux pas bouger et je ne peux pas parler. J'ai appris à remarquer chaque son autour de moi. Petit à petit, j'ai réussi à donner du rythme à mes journées. Par exemple, la nuit. Il n'y a pas vraiment de bruit la nuit. Et moi, ce que je préfère, c'était plutôt quand ça se remettait en marche le matin. Le camion des poubelles, les pas dans le couloir, ou les voix qui chuchotent. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai fini comme ça par pas me sentir seul. Pourtant, l'histoire était un peu trop belle. En vérité, Julien a tout inventé. Dans ce deuxième épisode, cher auditeur, chère auditrice, je vais te raconter comment une autre journaliste, Zoé Vallotton, a mené une contre-enquête qui l'a démystifiée. Pourquoi avoir initié une telle contre-enquête ? Et pourquoi avoir douté du récit de Julien ? Dans cet épisode, je tente de retrouver Zoé Vallotton. Elle ne travaille plus pour le journal où elle a fait toute sa carrière, et j'ai un peu de mal à retrouver sa trace. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Zoé Vallotton, s'il vous plaît. Pourquoi elle... Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vous sauriez où je peux la joindre ? Ok. Est-ce que quelqu'un à la rédaction pourrait m'aider à savoir où elle est, vous pensez ? Oui. Bah oui, je sais, ça fait plus de 20 ans. Ouais. Oui, d'accord, ok. Ok, bah je vais essayer autrement. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Finalement, j'ai pu parler à quelqu'un de la rédaction. Mais personne ne savait où Zoé Vallotton était passée. Et sur Internet, pareil. Pas de Zoé Vallotton. Alors je me dis qu'elle s'est peut-être mariée et qu'elle a abandonné son nom de jeune fille, comme on disait avant. Heureusement, j'ai quand même les archives que m'a transmis ce mystérieux amateur de roller sur descente. Et dedans, une interview précieuse de Zoé Vallotton. Mais pourquoi cette personne en particulier a-t-elle douté du récit de Julien ? Comment expliquer l'origine de son désir de mener une contre-enquête ? Zoé Vallotton. Alors, il faut se rappeler que Julien, avant d'être connu au niveau national, il a d'abord été une petite gloire locale, là où moi je travaillais. Bon, j'ai consulté les archives juste avant de venir ici. Pour vous dire, on a fait une 40aine d'articles sur lui, avant qu'il soit connu. Des articles, des courts, des longs, mais on a du coup beaucoup parlé de lui. Et très étrangement, en fait, moi j'ai jamais été vraiment émue par son histoire. Ça me touchait pas et pourtant je l'ai rencontré à plusieurs reprises, on a beaucoup parlé et j'arrivais pas à comprendre vraiment pourquoi, parce qu'elle est quand même incroyable, il faut le dire, mais j'avais beau le rencontrer plusieurs fois et il n'arrivait pas à m'émouvoir. Je voyais que tout le monde autour de moi était passionné par ce qui lui était arrivé, en totale empathie, et moi j'avais pas ce petit truc-là et je m'en voulais presque. Je me disais mais c'est horrible, t'es inhumaine, comment tu peux ne rien ressentir pour tout ce que cet homme a vécu, mais le fait est que il y avait un truc qui bloquait, j'avais pas le feeling. Je me suis dit bon bah tant pis, c'est comme ça arrive. En tout cas pour nos lecteurs, c'était une personnalité inspirante, quelqu'un que tout le monde appréciait, dont tout le monde était fier. C'est un peu le gendre parfait, Julien. C'est quelqu'un qui commence à passer beaucoup à la télévision. Il devient célèbre. Faut quand même se rappeler. On se remet dans le contexte qu'à l'époque, il faisait tous les plateaux. Il était chez Michel Drucker, il a été invité à faire une émission de Fort Boyard, il a participé aux Enfoirés cette année-là, il a enregistré un disque avec eux, il a même lui aussi enregistré un disque, un single à côté, parce que c'était une de ses passions. Il était invité sur tous les grands événements sportifs, il était dans la voiture du Tour de France qui suivait les étapes, enfin voilà, il était partout et tout le monde l'adorait. Et donc, du coup, comme il était célèbre au niveau national, ça avait des répercussions sur nous, journalistes, au niveau local. C'est comme ça que ça se passe en général. Et donc, du coup, notre rédaction nous demandait de faire encore plus d'articles sur lui. Et puis, un jour, je reçois un coup de fil un peu étrange.
Mais avant que je vous raconte ça, il faut quand même que je vous rappelle donc qu'après son accident, Julien est devenu un champion de roller sur descente. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais peur de tout. Ouais, j'avais la trouille, je pouvais pas traverser une rue sans regarder 20 fois s'il y avait une voiture ou pas. Et là, je me suis dit, ok, stop, tu vas pas continuer comme ça, t'as pas 90 ans. Et je me suis remis au sport. J'avais toujours fait beaucoup de sport, là. Mais là, depuis l'accident, c'était compliqué. Je n'arrivais plus à toucher un vélo. Ça, je peux plus, encore aujourd'hui. Et je me suis dit, par quoi commencer, quoi. Et puis, je sais pas, j'ai vu une fois une petite fille passer devant moi. Elle faisait du roller. Je me suis dit, bon, bah tiens, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé le roller. Et tu t'imagines pas à ce moment-là la patience. La patience qu'il faut pour recommencer. Déjà qu'il m'en avait fallu beaucoup pour reparler, pour remarcher. Alors, apprendre à faire du roller, j'avais imaginé que ça aurait pu être plus simple, mais non. Enfin, le premier jour, c'était horrible. Je me suis mis à pleurer tout seul. Je me suis dit, mais quoi, j'ai complètement perdu confiance en moi. Et là, j'ai su que pour vaincre cette peur, il fallait que je réapprenne le plaisir. C'est là que j'ai pris une année sabbatique. Et j'ai tout plaqué. Je suis parti faire un tour du monde à pied. Et puis un jour, je traversais les États-Unis, et puis là, il m'arrive un truc fou. Je vois un type en roller qui se met à descendre, à dévaler la rue. Enfin, c'était complètement délirant. J'étais à San Francisco, et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je savais pas du tout ce que c'était, mais je me renseigne et je découvre que c'est un sport, le roller sur descente. Oui, voilà. Alors, quelqu'un m'appelle, un monsieur qui avait un fort accent étranger. Je comprenais pas bien tout ce qu'il me disait. Je devais vraiment faire un effort pour bien le comprendre. Il se présente comme le président de la Fédération française de roller sur descente. Et il est très en colère. Il me dit qu'il en a marre d'être maltraité par les médias, que personne l'écoute, qu'on lui répond pas quand il laisse des messages. Et moi, je comprends pas bien pourquoi il m'appelle. Je traite pas de sujets sportifs. Moi, je suis pas journaliste sportive. Je sais même pas que le roller sur descente, ça existe à ce moment-là. Et donc, je me dis que je vais raccrocher parce que j'ai autre chose à faire après tout. J'ai un papier à écrire sur un autre sujet. J'ai pas le temps, mais ça m'intrigue un peu quand même. Et donc, je lui demande pourquoi il a appelé notre journal. Et il me dit qu'il vient de lire un papier de nous où on parle de Julien et où on rappelle qu'il est devenu champion de roller sur descente. Alors, je lui réponds tout de suite que moi, je m'occupe pas de ça au journal. Mais là, il se met encore plus en colère. Il me dit que, voilà, Julien, il est pas champion de roller sur descente, qu'il faut qu'on arrête d'écrire ça. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Le sport, une fois encore, c'est pas mon domaine. Alors, je lui dis poliment, et peut-être aussi un peu pour me débarrasser de lui, que je vais mener mon enquête et puis je le rappellerai. Et à mon retour, voilà, j'ai commencé. Je me suis dit, je reprends le roller, avec prudence, progressivement. Donc j'ai commencé sur des pentes douces, au début même sur des routes assez larges, sur des lignes droites. Et puis petit à petit, j'ai ajouté de la complexité. Je me suis accroché et j'ai commencé à ajouter les techniques de freinage. C'est ça qui est très important avec le roller sur descente. J'ai évalué les dangers, je me suis acheté toutes les protections qu'il fallait. C'est un peu les mêmes que pour le motocross. J'ai même acheté à ce moment-là le matos le plus cher pour me rassurer. Bon, d'ailleurs, je les salue parce que je suis l'ambassadeur de la marque aujourd'hui. Bon, et petit à petit, en tout cas, j'ai retrouvé des sensations de plaisir, j'ai retrouvé l'adrénaline, cette impression de glisser comme ça sur la route. Le roller sur descente, c'est fou. C'est vraiment descendre des pentes, parfois très raides, comme ça, le plus vite possible. Et je sais que ça peut faire bizarre pour les gens, mais aujourd'hui, pour moi, c'est très fort que je puisse faire ça. Et c'est comme ça que j'ai l'impression de m'être réapproprié mon corps. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à plus avoir peur de la route. J'ai plus peur de cet espace-là. J'ai plus peur de voir un morceau de goudron. Avant, j'avais carrément un vertige, quoi. Mais là, maintenant, j'ai le vertige, mais je me contrôle. Comme Julien devient une célébrité, comme tous les médias n'arrêtent pas d'en parler, ma rédaction me demande quand même de regarder d'un peu plus près ce que m'a dit ce monsieur au téléphone. Alors je vais voir le service des sports, je demande à mes collègues qui s'occupe du roller sur descente. Bon, on me répond que personne ne le fait vraiment parce que c'est pas un sport très populaire, il y a très peu de licenciés, donc il y a personne qui s'occupe en particulier du roller sur descente. Bon, je laisse ça de côté, du coup je laisse un peu tomber, mais ça me travaille. Et le soir chez moi, je commence à faire quelques petites recherches. Je savais pas, une fois encore, ce que c'était le roller sur descente, donc je commence par regarder des vidéos.
Et je vois tous ces fêlés-là qui dévalent des routes à toute vitesse. Rien qu'en les regardant, ça me fait peur. Je tente de comprendre un peu comment s'organise la fédération, comment s'organisent les tournois, les championnats. Et en fait, c'est vraiment assez compliqué parce que c'est un sport très très jeune qui n'est pas encore tout à fait organisé. Il y a des rollers à 6 roues, des rollers à 5 roues. Enfin, je comprends pas tout, je mélange les clubs. En vrai, ça m'apparaît un peu comme une nébuleuse, tout ça. Je suis un peu découragée, à vrai dire. J'étais déjà un fan de Stephen Dorff, et là, pour la séquence de course-poursuite du film, il fallait un meilleur niveau que le sien. Ah oui, c'est moi, hein. Sauf mon visage, bien sûr. Il y a un truc quand même qui m'étonne particulièrement, c'est cette histoire de cascade. Julien, dans ses interviews, il raconte plusieurs fois qu'il a doublé Stephen Dorff dans le film Riders. Je visionne le reportage télé qui a été fait sur lui à ce moment-là. D'ailleurs, au journal, on avait aussi écrit un article à ce sujet. Et là, je téléphone à la production du film et je demande si Julien a bien doublé Stephen Dorff. Parce que c'est quand même pas rien. Et là, on me dit qu'ils ne le connaissent absolument pas. Ils me donnent le nom de leur cascadeur, mais aucune trace de Julien dans leur listing. Et en plus, le film n'a pas du tout été tourné là où Julien dit qu'il l'a été. Donc en fait, tout est faux à propos de cette cascade, et je crois que c'est ça qui va vraiment m'alerter en premier, parce que je me dis que si ça c'est faux, mais alors quid du reste ? Ça, c'est la première révélation. Mais Zoé Vallotton ne s'arrête pas là. Après ça va me prendre plusieurs heures pour découvrir qu'en fait Julien n'est pas champion de roller sur descente. Personne ne l'a rencontré dans le milieu. Alors oui, tout le monde sait qui il est, puisqu'il est partout dans les médias. Oui, ils l'ont vu à la télé, mais il n'est pas champion. Ils ont tous fait remonter l'info à leur fédération. Pourtant, Julien continue partout d'être décrit comme un champion de roller sur descente. Les vrais pratiquants du sport, finalement, ils semblent un peu résignés. Ils ont laissé tomber le combat. Moi, je regarde le site de Julien. Et sur son site, il se présente comme ça, comme un champion. Il y a même des vidéos où on le voit faire du roller sur descente. Ça paraît vraiment très vrai. Sur son site, il y a aussi plusieurs vidéos de Julien pendant ses séances de sport. Il se filme pendant son renforcement musculaire. On le voit travailler tous ses muscles, les cuisses, les mollets, les bras. Il fait plein d'exercices variés, beaucoup d'étirements. Il soulève des poids très lourds. Il court sur des tapis très vite. Il faut le dire, il a un corps d'athlète. Les images, elles sont vraiment très impressionnantes quand on sait qu'il a failli ne plus jamais remarcher après son accident quand même. Son expérience lui a donné l'idée de proposer des programmes de remise en forme pour améliorer votre santé en 3 blocs de 10 minutes chacun. Allô ? Camille ? Oui. Écoute, je viens d'arriver au studio, t'es pas là, t'es où ? Mais je suis au travail, hein, t'inquiète pas, je te rassure. Je suis en rendez-vous là. Un rendez-vous ? Pour l'émission sur le mytho ? Oui, bien sûr. Camille, on sait même pas que t'étais en reportage là, t'as pas d'heure de mission, tu sais que j'aime pas ça. Mais enfin, tout va bien, tout va bien. Oui, non, tout va bien, si t'arrives quelque chose, excuse-moi, t'es même pas couverte. Oui, bah écoute, si je me passe un doigt de pied à la broyeuse, t'inquiète, je le déclarerai pas en accident du travail. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je te promets, je n'attaquerai pas la boîte. C'est pas ça, si t'es en reportage pour le podcast, je dois le savoir, c'est tout. Eh ben peut-être que j'avais envie que tu le saches. Et qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, j'étais en rendez-vous au journal de Zoé Vallotton, voilà. Et j'avais pas spécialement envie que tu sois au courant. Mais tu fais un site là, pourquoi tu le dis pas ? Bah, je sais pas, peut-être que j'ai pas spécialement envie que ma productrice appelle le journal pour leur dire que j'ai pas le droit d'enquêter sur Julien. Non mais je sais pas ce qui se passe, Camille. Tu pètes un câble, pourquoi je t'empêcherais de parler à ces journalistes, ça va pas, non ? Mais t'es hostile depuis le début, tu veux pas que j'aille au bout de cette histoire, c'est l'évidence. Mais au bout de quoi ? T'es pas une journaliste d'investigation, Camille, tu fais parler les gens. C'est ça que tu sais faire. Je sais pas ce que t'as envie, tu me parles de reportage, non mais t'es jamais allé sur le terrain, qu'est-ce qui te prend là ? Non mais je ferais... Ton truc c'est le studio, non ? Ouais mais attends, t'es qui pour dire ce que c'est que mon truc en fait ? Je suis assez grande je pense pour...
Bah oui, c'est exactement ça, j'ai plus confiance en toi. Et je me sens super seule, si tu veux savoir. Personne me soutient sur ce coup-là. Camille, tu me tiendrais au courant de ce que tu fais, je te soutiendrai. Mais c'est pas vrai. Bon, écoute, on s'en parle plus tard, là. J'ai mon rendez-vous qui arrive, d'accord ? À plus. Salut. À ce moment-là, je regarde les reportages télé qui ont été faits sur Julien, parce que je me rappelle bien avoir vu des images de lui qui faisait du roller sur descente. Et là, il y a un truc qui m'a marqué tout de suite. C'était toujours les mêmes images qu'on voyait dans chaque reportage. Alors, il y avait 2 ou 3 extraits différents où on voyait Julien faire du roller, mais c'était toujours les mêmes images qui étaient diffusées comme en boucle. Et d'ailleurs, c'était aussi ces images-là qu'on retrouvait sur le site de Julien. Alors, je passe quelques coups de fil à des confrères journalistes, à ceux qui ont fait ces reportages, pour leur poser la question. Et là, ils me racontent tous la même chose. Ils me disent que pour parler de roller sur descente, pas de souci, Julien était toujours d'accord d'accepter des interviews, mais dès qu'il s'agissait de faire une démonstration pour que les journalistes puissent tourner des images pour leur reportage, à chaque fois, c'était pas possible. Il y avait toujours une autre raison. Soit Julien était fatigué, soit il était blessé, ou alors c'était la météo qui allait pas, ou alors il ressentait trop ce jour-là les séquelles de son accident. Bref, aucun journaliste n'a jamais vu de ses yeux Julien faire du roller. Ce qui d'ailleurs, sans vouloir donner de leçons à mes collègues, mais je trouve ça quand même hallucinant, quoi. C'est-à-dire que moi, je peux pas faire un reportage si je vois pas la chose de mes propres yeux. Mais bon, bref, passons. En tout cas, mes confrères avaient quand même besoin d'images, forcément, pour leur reportage. Et donc, Julien leur a gentiment proposé de lui envoyer les siennes, qui d'ailleurs étaient de très bonne qualité. Et donc, c'est ces images-là qu'ils ont utilisées. Et en fait, je crois que c'est là que j'ai vraiment commencé à avoir des sérieux doutes. Et c'est là que j'ai appelé Julien. Et je peux vous dire que j'en menais pas large. Et je fais jamais preuve d'excès de confiance, hein. Attention, parce que sinon, c'est comme ça qu'on se fait une pizza. Une pizza ? Ouais, en roller sur descente, c'est comme ça qu'on appelle les gadins. Bon, en tout cas, peu à peu, je me suis éclaté, et en même temps, il y a quelque chose qui m'a manqué. Un challenge. J'ai toujours été comme ça. Et surtout depuis l'hôpital, j'ai besoin d'un challenge. Je sais pas, j'ai besoin de ce dépassement-là. Et c'est là que j'ai décidé de faire de la compétition. Je me suis dit, j'ai envie de ressentir ce que ça fait, j'ai envie d'être à nouveau confronté aux autres aussi. J'ai envie de me confronter à ceux qui n'ont pas eu d'accident, qui n'ont pas passé 2 ans sur un lit d'hôpital. Et j'ai envie de leur prouver que je peux le faire et que je peux être meilleur qu'eux. Et donc j'ai commencé la compète. Julien décroche. Alors au début, j'y vais mollo. Je lui dis que la Fédération française de roller sur descente m'a appelé, patati, patata. Je lui demande ce qu'il en pense. Et très vite, d'un coup, il se met en colère, il commence à me hurler dessus. Il dit que ouais, les gens sont jaloux, jaloux de mes exploits, jaloux que je sois connue, jaloux de voir que je me suis remis aussi vite et aussi bien de mon accident, le combat que j'ai mené, tout ça. Enfin, et vraiment, je suis surprise de l'entendre me crier dessus comme ça, parce que cette facette-là de Julien, le Julien colérique, je l'avais jamais vu, ni à la télé sur tous les plateaux qu'il avait fait, ni moi quand je l'avais rencontré en vrai lors des articles que j'avais écrits sur lui. Je me demande ce qui lui prend, quoi. Peut-être qu'il a un problème, peut-être que je suis tombée un mauvais jour, je sais pas, mais bon, voilà. Je me ressaisis, je me dis, il faut quand même que je pose mes questions, hein, c'est mon boulot, je veux faire mon taf correctement, alors j'insiste un peu, j'y vais un peu plus fort et je lui annonce que mon journal va devoir faire un rectificatif pour annoncer au lecteur que Julien n'a jamais été champion de roller, c'est normal. On doit bien ça à nos lecteurs, c'est l'honnêteté intellectuelle du journaliste, voilà, après tout ce que j'ai appris, c'est la moindre des choses. Gros silence du côté de Julien, et là, il raccroche. Je redescends, et là, je repense à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que j'avais jamais été émue par son histoire, que j'arrivais pas à éprouver d'empathie pour lui, comme s'il y avait quelque chose qui clochait. Et là, vraiment, le doute s'installe et grandit de plus en plus, un doute affreux. Je me dis, s'il a menti sur sa pratique du roller, ce qui a priori est le cas, enfin, tout le prouve, quid du reste de son histoire ? Est-ce qu'il a menti sur autre chose ? Et vraiment, ce sentiment-là, quand vous êtes journaliste, de vous dire que peut-être on vous a mené par le bout du nez, peut-être qu'on vous a menti sur toute la ligne, ce sentiment,
Il est horrible. À ce moment-là de l'interview, je crois que je saisis très bien ce que Zoé Vallotton est en train d'essayer de se dire. Ce qu'elle éprouve. Découvrir un mensonge n'est jamais une chose facile. C'est peut-être un peu intime, mais je vais te raconter une anecdote à mon tour. Quand ma petite sœur est née, je suis rentrée à l'appartement avec mon père depuis la maternité. J'étais encore complètement émerveillée d'avoir tenu dans mes bras une personne qui venait d'apparaître au monde. Et là, c'est le moment qu'a choisi mon père, au-dessus d'une pizza 4 fromages, pour m'annoncer, très solennellement, très calmement, qu'il allait quitter ma mère. Ça faisait déjà un certain temps qu'il connaissait une autre femme, et il allait partir avec elle. Il n'avait jamais rien dit à personne. En fait, ça faisait déjà 3 ans, soit la moitié de ma vie à l'époque. Et là, tout à coup, au-dessus du carton de la pizza, alors que ma petite sœur vient juste de naître, mon père m'envoie sa double vie à la figure. Tu te demandes sans doute, cher auditeur, chère auditrice, ce qu'on a fait ensuite ? Eh bien, on a regardé Tarzan à la télé. Et c'est l'une des dernières fois où j'ai vu mon père. Je crois que je ne supporte pas le mensonge. Un matin, tu prends ton vélo pour aller bosser, comme chaque matin. Tu connais le trajet par cœur. À la limite, il y a peut-être le temps qui change, là, la lumière, enfin des détails, quoi. Et tu peux pas savoir que ça sera pas comme d'habitude. C'est peut-être la dernière fois que tu montes sur ton vélo. T'es pas conscient de ça, bien sûr. Sinon, tu ferais davantage attention à ce qu'il y a autour de toi. Je sais que ça paraît affreux, indécent, de demander à quelqu'un s'il a vraiment eu un accident, s'il s'est vraiment retrouvé dans le coma, si vraiment il était dans la situation où il pouvait plus marcher, plus parler. Est-ce qu'un journaliste a le droit de faire ça, franchement ? Est-ce qu'un journaliste a le droit d'aller aussi loin dans les questions intimes, personnelles, en gros de traiter l'autre de menteur en face ? C'est hyper compliqué, mais je dois le faire. Je dois me résoudre à lui poser cette question inimaginable. Est-ce que vous avez bien eu un accident de vélo ? Est-ce que vous avez bien été dans le coma ? C'est pas de ma faute. C'est Julien qui a instauré ce doute en moi. C'est normal, c'est légitime que je l'interroge, que je vérifie si son récit est vraiment réel. Donc, je tourne ça dans ma tête plusieurs fois. Je réfléchis à comment je vais bien pouvoir lui poser cette question. Et puis, je me lance, voilà, je me revois. Je l'appelle et là, je lui pose mes questions à toute vitesse. Julien, je dois vous demander si vous avez bien eu un accident de vélo, si vous avez bien été paralysé, si vous avez bien perdu l'usage de la parole, est-ce que c'est vrai que les médecins étaient pessimistes sur vos capacités à vous en remettre ? Cette scène, elle est surréaliste. Quand j'y repense, je trouve ça dingue d'avoir osé faire ça et de l'avoir fait comme ça. C'est presque comme si c'était pas moi qui posais les questions à ce moment-là, quoi. Je suis dans ma chambre d'hôtel. J'arrive pas à dormir. Je m'imagine poser les questions que Zoé Vallotton pose à Julien dans l'interview. Julien, je dois vous demander si vous avez bien eu un accident de vélo. Avez-vous bien eu un accident de vélo ? Quand même, c'est hyper courageux de lui demander ça si frontalement. Et si oui, est-ce que vous avez été paralysé ? Ou est-ce que vous mentez depuis le début ? Est-ce que vous avez bien perdu l'usage de la parole ? Est-ce que les médecins étaient vraiment pessimistes ? Oui. Femme de ménage. Oui, je peux rester encore juste un petit quart d'heure, s'il vous plaît ? J'ai presque fini. Mais merci beaucoup. Et il y a un moment, j'ouvre les yeux. Mais mes yeux restent fixes. Mon visage est figé. Et je peux toujours pas parler. Et je peux pas bouger les jambes, ni les bras. Et là, il y a plein de gens autour de moi. Des médecins, des soignants. Il y en a qui me parlent, d'autres pas.
Et je crois qu'ils font des efforts pour me donner des infos sur ma situation. J'ai l'impression qu'on me demande de tenir le coup, de pas m'inquiéter, mais ça s'arrête là. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre ? Je peux rien dire, je peux pas communiquer avec eux. C'est bizarre, c'est... T'es conscient, ouais, mais t'es coupé des autres. Alors, forcément, au téléphone, Julien s'indigne, il me dit que je suis inhumaine, mais comment oses-tu me poser cette question ? Comment tu peux mettre en doute ma parole alors qu'on se connaît quand même, on s'est vu plusieurs fois ? Moi, face à ça, contrairement à ce que je pensais, en fait, je reste très droite dans mes bottes, je me laisse pas intimider, je perds pas mon calme, je sais bien que Julien, il m'a pas dit toute la vérité. Même quand il proteste, là, même quand il me fait des reproches, je vois bien que ça sonne faux. On dirait qu'il joue une scène. Alors je lui demande, calmement, est-ce qu'il peut me prouver qu'il a bien eu un accident ? Il doit avoir des documents, je sais pas moi, des radios de l'hôpital, des certificats, des ordonnances, des photos, bref, quelque chose qui attesterait qu'il a bien été hospitalisé. Au moins, ça mettrait fin à mes doutes. Lui, il s'énerve, il dit que non, il peut pas me transmettre ses documents, et puis il raccroche. Je le rappelle, je tombe sur sa messagerie, et je lui laisse un message qui dit en gros, bon, écoute Julien, de toute façon, le journal va publier une enquête sur toi. Alors c'est mieux si tu acceptes de collaborer, c'est mieux si on se parle et que tu me dis la vérité. Le lendemain, il me transmet des certificats médicaux. Alors d'abord, je suis un peu surprise parce qu'honnêtement, je m'attendais plus à avoir de ces nouvelles. Je pensais pas qu'il m'enverrait des documents. Et quand on regarde de plus près, en fait, il y a aucune preuve dans ces documents. Alors oui, Julien a bien été hospitalisé, mais à aucun moment il est fait mention de son accident. Donc je rappelle Julien pour lui demander des précisions. Je tombe à nouveau sur sa messagerie. Je regarde un peu plus en détail ces documents. Je vois que sur les certificats, il y a le nom d'une clinique, le nom d'un médecin. Donc forcément, je poursuis mon enquête. J'appelle cette clinique, je demande à parler à ce médecin. Et bon, sans surprise, il refuse de me parler parce qu'il y a le secret médical. Donc forcément, il ne peut pas évoquer ça. Bon, tant pis. J'écris quand même mon enquête. Je rédige mon papier. Et le lendemain, mon journal la publie. Je raconte tout. Je raconte tous les mensonges de Julien, en commençant par le roller, comment j'ai découvert qu'il n'avait jamais été champion, les doutes que j'avais, le fait qu'en fait, il n'a aucune preuve qui prouve qu'il n'a jamais été hospitalisé dans le coma. Enfin, je raconte tout ça, on publie. Forcément, derrière, c'est l'onde de choc. Dans les médias, c'est le gros malaise. Je vous rappelle qu'il a été invité partout. Tout le monde avait rapporté son histoire, donc... Face à ça, tout le monde est un peu gêné. Et donc, du coup, 2 jours après, Julien accepte quand même une interview télé. Il va en plateau. Ça dure très peu de temps. Il parle pas beaucoup. De manière très brève, il dit « Ok, j'ai menti. J'ai jamais été dans le coma. » Et je présente mes excuses à tous ceux qui m'ont soutenu ces derniers mois. Il annonce qu'à partir de maintenant, il s'exprimera plus jamais dans un média. Et il conclut sur cette drôle de formule, il dit « Je disparais du monde ». Et effectivement, moi je le reverrai jamais. Personne d'ailleurs, aucun de mes collègues ne va jamais le revoir. On n'entend plus jamais parler de Julien. Moi, j'aime bien cette fin. Ça ressemble à une victoire de Zoé Vallotton, non ? Elle réussit à faire publier son enquête, elle révèle la vérité, et c'est parti pour un prix Albert Londres, là, non ? Happy end ? Eh bien non. L'histoire ne s'arrête pas là. Il y a une période où j'ai le plus menti et pratiqué le mensonge, c'est quand j'étais petit, en fait. Parce qu'en fait, sinon, on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire. Les règles que donnent les adultes proposent un univers tellement enfermé que si on a envie de faire les expériences qui nous semblent essentielles, on est obligé de mentir. Et donc là, ça devient simplement une stratégie, un peu de culpabilité quand même quand on le fait, mais pas tant parce que ça paraît être la seule manière de se sortir de ce monde un peu trop fermé. Et donc là, j'ai beaucoup menti, enfant et adolescent. Je suis Camille, et tu viens d'écouter l'histoire de Julien,
une si belle histoire. Vous pouvez dès maintenant réagir en nous envoyant un mail ou sur nos réseaux sociaux. On promet de vous répondre si vous avez des questions, que ce soit sur le mensonge de Julien ou sur la fabrique du podcast. On fera un point sur vos réactions dans le prochain épisode. C'était Une si belle histoire, par Marine Anger et Christophe Deleu. Avec dans les rôles principaux Camille Dagen, Camille, Clémence Bûcher, Isa, Antoine Ségara, Julien. Et aussi Muriel Amat, Bilal Bachir, Vinnie Bénard, Sylvestre Bouquet, Xavier Delcourt, Mélina Fachin, Laetitia Forge d'Arc, Anaëlle Forveille, Karine Gélébart, Anna et Stella Marx-Wecker, David Martins, Cécile Mourier, Vincent Pellerin, Claire Perron, Sébastien Pierre-Jean, Philippe Piot, Laurent Podetti, Louise Schwartz, Mathieu Singuerlet, Victor Topenot, Kéliane Yousfi et Karine Zenner. Les musiques sont composées et interprétées par Marine Anger et John Caldera. Mixage, Vincent Venet. Dessin d'illustration, Sylvestre Bouquet. Une si belle histoire est une coproduction par Oui-Dire, la première de Pascal Tison, et Sonia, un monde de récits audio. Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'IDEX de l'Université de Strasbourg et de ses partenaires CNRS et INSERM dans le cadre de France 2030, Strasbourg capitale du livre UNESCO 2024. Sonia, un monde de récits audio.